Gilles Goëlo, jeune bâtard breton, rencontre d'une façon foudroyante Judith de Saint-Mélène, dont il tombe amoureux. Il part pour l'Amérique se battre aux côtés des insurgents. Il y retrouve son père, Pierre de Tournemine, descendant du Gerfaut. À son retour en France, Louis XVI le nomme lieutenant en garde du corps. Il retrouve Judith en compagnie d'un homme étrange, visionnaire, sorcier, Cagliostro. À Versailles, il est témoin d'une mystification montée par la comtesse de La Motte contre le cardinal de Rohan. Gilles déjoue le complot, mais Madame de La Motte, pour se venger, lui tend un traquenard. Il est grièvement blessé. Cagliostro lui sauve la vie et lui révèle les dessous de l'affaire du collier. Rohan, berné par la comtesse de La Motte, a acheté le joyau au nom de Marie-Antoinette. Le cardinal est arrêté. Mais avant de partir pour la Bastille, il confie à Gilles un portrait de la reine. Judith, libérée de l'emprise de Cagliostro, épouse Gilles et leur bonheur, enfin, s'accomplit. Mais Judith trouve le portrait de la reine et, croyant à l'infidélité de celui qu'elle aime, disparaît. Gilles et son ami indien Pongo sont arrêtés comme complices de Rohan. Le roi, enfin convaincu de l'innocence du Gerfaut, l'aide à s'enfuir avec la complicité de Beaumarchais, qui le fait changer d'identité. Devenu John Vaughan, pirate américain, il apprend de la comtesse de Balby qu'un attentat va être perpétré contre la reine. Il parvient à déjouer le complot. Il apprend que Judith, animée par sa jalousie contre Marie-Antoinette, devait être l'instrument de l'assassinat. Elle est arrêtée. Gilles court à sa poursuite pour la délivrer, mais il est abattu. À son réveil, il retrouve Pongo, Winkelried et Fersen. Il réclame à ce dernier une entrevue auprès de la reine. Celle-ci révèle à Gilles que Judith est la complice de Provence. Désespéré, Gilles se rend auprès de Balby, avec laquelle il reprend son aventure amoureuse. Eh bien, que se passe-t-il? T'es jamais vu dans un état pareil, tu reviens du Parlement? Tu appelles ça un Parlement, toi? J'appellerais plutôt ça une caverne de rebelles. Les misérables. Le jugement qu'ils viennent de rendre est un scandale. La reine va en mourir de chagrin. Si tu me racontais. C'est très simple. Étant le crime commis contre la reine, on pouvait s'attendre à 2 ou 3 condamnations à mort et une très sévère sanction contre le cardinal. Eh bien? Mais rien. Rien ou presque rien. Le fouet, la marque et la salpêtrière pour La Motte. La même chose pour son mari, mais par contumace. Les galères pour Reto. Et quant à ce charlatan, le Cagliostro, il est purement et simplement acquitté. Il n'en méritait pas plus s'il n'y était pour rien. Oui, c'est possible. Mais enfin, la chose la plus ahurissante au monde, c'est Rohan. Hein? Rohan, grand aumônier de France. Rohan qui se disait l'amant de la reine. Qui osait lui écrire des lettres d'amour, lui envoyer des colliers. Rohan qui aurait dû passer le reste de ses jours en prison. Eh bien, lui aussi, il est acquitté. C'est tout juste s'il n'a pas reçu les félicitations de ses juges. Quelle honte. Le trône ne s'en relèvera pas. Tu as raison. La reine ne se sera pas grandie de cette affaire. Aussi pourquoi s'est-elle entêtée à vouloir faire juger cette affaire par le Parlement? Elle y compte autant d'ennemis que de membres. Et tout ça n'arrange pas mes affaires. Et qu'est-ce que ça peut te faire à toi? Tu es mort. Outre le fait que j'aimerais bien ressusciter, il y a Judith. C'est d'elle dont je voulais te parler. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a 8 mois qu'elle est enfermée au Carmel de Saint-Denis. Je pensais que la reine pourrait... On sortirait. Hein? Si elle avait obtenu gain de cause, je serais tout prêt à t'offrir mon aide, mais... en de telles circonstances... Le moment est mal choisi. On ne peut plus mal. Quand elle saura que le peuple de Paris a applaudi et Rohan et les juges et Cagliostro... J'attendrai encore. Si tu vois la reine, dis-lui que je suis toujours son très fidèle serviteur. Prêt à la servir jusqu'au bout. Je le lui dirai. Garde confiance.
T'es pas encore couché, mon frère? Non. Bongo invoque Kichi Manitou. Lettre pour toi, mon frère. Important? Non, pas important. Agréable. Sir Thomas Jefferson invite le capitaine John Vaughan à une réception. Demain. Alors, très important. Bonne nuit, mon frère. Bonne nuit, Pongo. Yo, 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 yo. Ah, John. Je tenais beaucoup à vous faire rencontrer l'amiral John Paul Jones, mon cher Vaughan. Outre qu'entre marins, vous ne pouvez que vous entendre, il pourra vous être de quelque utilité si vous décidez de retourner chez nous. Je vous remercie de votre amabilité, Excellence. Et je suis très heureux de rencontrer le célèbre amiral Paul Jones. Mais je souhaite encore un peu m'attarder en France. Comme je vous comprends, la France est un pays très agréable. Les vins y sont excellents et les femmes, souvent, trop souvent, fort belles. Mais en ce moment, je trouve Paris un peu agité. On ne peut pas faire 3 pas dehors sans que quelqu'un vous tombe dessus pour vous demander ce que vous pensez de l'affaire du collier. C'est incroyable. Il est certain que cette triste histoire soulève bien des passions. Aujourd'hui même, il y a eu devant l'hôtel du cardinal de Rohan une sorte d'émeute. Une émeute? Ou presque. Le baron de Breteuil s'est fait porter chez le cardinal pour lui demander d'ordre du roi sa démission de grand aumônier de France. Et lui signifier d'avoir à se retirer dans son abbaye de la Chaise-Dieu, au fond de l'Auvergne, avec défense de reparaître jamais à la cour. Voilà pourquoi les gens s'étaient rassemblés et protestaient. Le roi a modifié le jugement du Parlement. Exactement. Il exile le cardinal de Rohan et chasse Cagliostro, alors que les juges les avaient acquittés l'un et l'autre. Si c'était pour changer les sentences, ce n'était vraiment pas la peine de demander au Parlement de se prononcer sur cette affaire. C'est très grave de revenir ainsi sur la chose jugée. Nous qui avons combattu pour la liberté, nous ne pouvons que condamner de pareils agissements. Ce qui est grave, selon moi, c'est que ces Robins ont vu dans ce procès l'excellente occasion de faire sentir au roi que même le crime de lèse-majesté ne représente pas grand-chose à leurs yeux. Sans doute, mon ami, sans doute. Il n'empêche qu'il y a là quelque chose de choquant. Les droits de l'homme ne doivent-ils pas passer avant toute autre considération? Pour nous, citoyens américains... Puis-je vous rappeler, Excellence, que le roi de France nous a généreusement aidés à devenir des citoyens américains et que nous sommes peut-être malvenus à le critiquer. En outre, une femme, la reine, est ainsi impunément insultée. By Jove, quelle fougue! Vous vivez ici depuis trop longtemps, mon cher Vaughan. Je commence à me demander si vous n'êtes pas plus français qu'américain. My word! Vous réagissez comme un noble de vieille souche. Veuillez m'excuser, Excellence, si mes paroles... Oh, there's no harm, laissez. J'espère ne pas l'avoir froissé. Oh, certainement pas. Il aime trop que l'on s'exprime librement dans son pays. La liberté de l'homme est pour lui sacrée. N'a-t-il pas rédigé notre déclaration d'indépendance? Mais il a raison quand il dit que vous semblez vraiment très attaché à la France. C'est vrai. Mais pourtant, j'aimerais tant retourner en Amérique. Qu'est-ce qui vous en empêche? Mon bateau, le bonhomme Richard, m'attend à Brest, où je dois le rejoindre demain pour aller en Amérique auprès de mon père adoptif. Venez avec moi. Je vous dirais oui sans hésiter si je pouvais emmener avec moi certaines personnes qui, pour l'instant, ont de graves empêchements. Une femme? Je parie que c'est une femme. Pariez, vous gagneriez. Vous êtes amoureux. Cela explique tout. Ah, comme je vous comprends, les femmes. Les femmes, elles sont le sel de la terre, les roses du jardin. Elles méritent tous nos sacrifices. Hormis tout de même celui de l'honneur. Vous êtes bien enthousiaste? Que voulez-vous? Quand je parle des femmes, je deviens lyrique. Savez-vous pourquoi je ne suis pas parti ce matin pour Brest? À cause d'une femme? Touché. Un ami à moi m'a proposé de me présenter à la plus belle femme de Paris.
Elle est, paraît-il, la maîtresse d'un richissime banquier, et sa maison où elle tient table et jeux ouverts est des plus remarquables. Je veux la voir avant de partir. Vous serez peut-être déçu. Ça m'étonnerait. Savez-vous qu'on la nomme la reine de la nuit? Mais j'y pense. Venez avec moi, nous en jugerons ensemble. Ma foi. Will you excuse me, Admiral? I'd like to say a few words to Vaughan in private. Rien qu'un moment. Prenez votre temps, Excellence. Prenez votre temps. Allons dans mon cabinet. Moi, je vous attendrai en compagnie de cette eau-de-vie de pêche qui est enivrante comme le parfum d'une femme. Asseyez-vous. Je crois que le temps est venu pour nous deux de jeter le masque. J'ai en effet des choses importantes à vous communiquer. Le masque? N'est-ce pas le mot? Voilà déjà plusieurs mois que je sais qui vous êtes. Le Gerfaut, ce vaillant compagnon de guerre que vous fûtes pour nous tous. Plusieurs mois. Excellence, je ne sais que vous dire. Ne dites rien. Je tiens à la vérité de votre roi en personne, et je sais que vous n'aviez pas le droit de me l'apprendre. Voilà qui vous rassure, j'espère. Tout à fait. Il m'était pénible de passer pour un imposteur à vos yeux. Mais si à présent vous rompez le silence, c'est-à-dire que mon roi me rappelle. Non, non. Asseyez-vous. J'ai pris sur moi de vous parler. Voilà. Le général Washington a obtenu du Congrès qu'il reconnaisse les services rendus par le Gerfaut à la cause de l'indépendance. Si le grand Washington se souvient encore de moi, je suis amplement remercié. Ah, ce n'est pas son avis, comme vous allez pouvoir en juger. Les actes que voici vous constituent légitime héritier des biens du défunt capitaine John Vaughan et établissent clairement votre filiation. D'autre part, ceci est une donation de 1000 acres de terre situés le long de la Roanoke River en Virginie. Comme vous pouvez le voir, le nom du propriétaire est en blanc. Je ne comprends pas. Ah, c'est simple pourtant. Vous pourrez y inscrire soit le nom de Vaughan, soit celui de Tournemine, selon l'identité sous laquelle vous vous déciderez à vivre chez nous. Je désire avant tout être moi-même. Vous n'aurez qu'à déchirer la filiation Vaughan. De toute façon, vous aurez la double nationalité. Eh bien, que pensez-vous de tout ceci? Et que je suis très tenté de suivre dès demain l'amiral Paul Jones. Et que je ne sais comment exprimer ma reconnaissance. Vous l'exprimerez en devenant un bon citoyen de notre grand pays. Et quant à moi, je serai heureux d'être votre compatriote. Je souhaite ample postérité au Tournemine américain. Thank you, sir. Hey, John, vous venez boire avec moi? Non, je viens vous parler. Est-ce bien demain que vous partez pour Brest? Bien sûr. Sûrement vers le milieu du jour, ça dépendra de l'heure à laquelle je vais me coucher. Et resterez-vous à Brest quelques jours? Sans doute. Ce n'est pas à un marin comme vous que j'apprendrai qu'il y a toujours à bord d'un navire des préparatifs de dernière minute. Mais pourquoi ces questions? Songeriez-vous à m'accompagner? Si je peux régler l'affaire dont je vous parlais tout à l'heure, sans aucun doute. Je vous rejoindrai alors à Brest. Alors, je vous attendrai une dizaine de jours. C'est à peu près le temps que je comptais y passer. Merci, je m'en souviendrai. Vous nous quittez, Vaughan. Je m'apprêtais à venir vous saluer, Excellence. Je dois vous laisser, une affaire urgente m'appelle. Ah, eh bien, allez. And God bless you. John, n'oubliez cependant pas notre rendez-vous de ce soir. Vous me retrouverez à la Folie Richelieu, rue de Clichy, chez Madame de Carnoat. Carnoat. Il me semble que j'ai entendu ce nom quelque part. C'est un nom qui sent bon sa Bretagne. Il est probable, si vous avez déjà abordé dans ce pays, que vous l'ayez entendu. Sans aucun doute. De toute façon, à ce soir. À ce soir.
Il est étonnant, ce garçon. Il est bouillant comme un lapin. Un lapin? Un latin. Ah! Je ne serais pas étonné qu'il ait du sang français. Une grand-mère, peut-être. Assis dans votre village, un berger sensible et charmant, qu'on chérisse au premier moment, qu'on aime ensuite davantage. C'est mon ami, rendez-le-moi, j'ai son amour, il a ma foi. J'ai son amour, il a ma foi. Oh, vous m'avez fait peur. Oh, bien involontairement, je vous assure. Mais continuez, continuez. Oh, vous chantez si joliment que je voulais pas vous interrompre. Vous me flattez, baron. C'est vrai que j'aime beaucoup cette mélodie. Il paraît que c'est la reine Marie-Antoinette qui l'aurait composée en pensant au beau comte de Fersen. Oh, l'heureux Fersen. Ah, j'aimerais que l'on composât une chanson pour moi. Il faut demander à la reine. Oh, ben, sauf le respect que je lui dois, m'intéresse pas. Non, mais si je pouvais inspirer une femme pleine de grâce, un peu en rapport avec mon âge, encore que fort aimable, musicienne et sentimentale, je crois que je serais le plus heureux des hommes. En somme, baron, vous voudriez qu'on chante une chanson pour vous? Vous voulez vraiment pas m'appeler Ulrich Auguste? Mais si, je voudrais bien, mais c'est un peu difficile à prononcer. Mais non, essayez. Ulrich Auguste. Ulrich Auguste. Oh, redites-le encore une fois. Non, plus tard. Il ne faut pas abuser des bonnes choses. Venez plutôt m'aider à dévider ma laine. Étendez-vous de main. Merci. Et peut-on savoir ce qui me vaut le plaisir de votre visite? Ben, ce mot qui est arrivé tout à l'heure au palais pour moi, c'est notre ami Gilles qui me demande de le rejoindre ici au plus vite. Ah bon, c'est ça. Je pensais que vous aviez eu envie subitement de venir bavarder un peu avec moi. Oh, mais mademoiselle Marguerite, mais si je m'écoutais, mais vous me trouveriez à votre porte matin, midi et soir. Oh, j'aime tellement votre compagnie. Ah, tu es là? Désolé de t'avoir fait attendre. Non, ben, tu ferais mieux de t'excuser d'avoir interrompu la plus charmante attente. Ah, Mais vous voilà armés en guerre, tous les deux. Où allez-vous comme ça? attaquer un couvent. Attaquer un couvent? Oui, un couvent, c'est pourquoi je t'ai fait chercher. Ulrich Auguste ne seront pas trop de trois. Qu'en penses-tu? Bon, ça c'est sûr, ça sera un gros morceau, mais on y arrivera bien, nous trois. Oui, le guerrier résolu peut vaincre une armée d'autres guerriers. Ah non, je réclame des explications. Ou bien c'est moi qui deviens folle, ou vous perdez l'esprit. Attaquer un couvent? Ne vous troublez pas, mademoiselle. Ce que j'en dis, c'est seulement au cas où on nous ferait des difficultés. Mais je suis certain que tout cela se passera bien. Attaquer un couvent? Ne vous tourmentez pas pour nous. On y va, vous autres? On y va. Vous vous permettez? Oh! Pongo veillera sur tout le monde. Vous venez de par la reine à cette heure. Ce n'est guère dans les habitudes de ma nièce. Et d'abord, qui êtes-vous? Je suis Gilles de Tournemine de la Hunaudet, chevalier et second lieutenant aux gardes du corps de Sa Majesté. Garde du corps, il n'y paraît guère. Vous ressemblez à un Américain. Mon apparence est fausse. Je passe actuellement pour mort, avec d'ailleurs la pleine approbation du roi. S'il s'agit des affaires de l'État, je n'ai pas à en savoir plus. Dites-moi seulement ce que veut la reine. Ce n'est pas la reine qui m'envoie. Pardon? Pas directement, tout au moins.
Je demande humblement pardon à votre Altesse de m'être présenté comme venant de sa part, mais il fallait à tout prix que je puisse vous parler. Vous ne manquez pas d'audace, monsieur. Je pourrais vous faire jeter dehors pour ce que vous venez d'oser. Je savais ce que je risquais, madame. Mais je vous supplie pourtant de bien vouloir m'entendre. Il s'agit du salut de deux âmes. Car la mienne se trouve aussi engagée dans cette histoire. Et mal engagé, si j'en crois l'art avec lequel vous maniez le mensonge. D'autres l'ont fait avant moi, madame. Ainsi, monsieur le comte de Provence qui a fait entrer ici ma femme, Judith de Tournemine, sous le faux nom de Julie de la Tour. Que dites-vous? Cette jeune fille, si secrète et si sombre, qui ne se confiait à personne, pas même à notre confesseur, est votre femme. Nous avons été unis le 26 août de l'année dernière en la cathédrale Saint-Louis de Versailles. Votre Altesse royale peut se le faire confirmer. C'est pourquoi je viens aujourd'hui supplier que l'on me rende mon épouse. Il est temps pour nous de sortir des méandres de la politique pour vivre selon la loi de Dieu. J'aime ma femme, madame. Oh, cette histoire est étrange. La reine m'avait cependant fait savoir qu'elle étendait sur cette jeune fille sa main souveraine. À ma demande, madame. Afin que monsieur ne puisse la reprendre pour la mêler de nouveau à ses menées souterraines. Mais à présent, je souffre trop de notre séparation. Je vous crois sincère. Et j'aimerais vous rendre la paix du cœur. Malheureusement, mademoiselle de la Tour n'est plus ici. Que dites-vous? Il y a un peu plus de 4 mois, j'ai reçu la visite de la comtesse Diane de Polignac. Elle venait avec une lettre de la reine chercher celle qui vous intéresse. Une lettre de la reine, mais c'est impossible. Puis-je demander à votre Altesse si elle connaît bien madame de Polignac? Je n'appartiens plus à la cour depuis longtemps, monsieur, et n'y connais plus personne. Alors c'est une catastrophe. Et Judith est perdue pour moi. Je vais vous demander de vous retirer, monsieur de Tournemine. Mais je puis vous promettre que je vais prier, afin que Dieu vous assiste dans cette épreuve que je devine cruelle. Allez en paix. Si vous en trouvez la force. Voilà, c'est là que j'ai rendez-vous avec l'amiral Paul Jones. Je ne peux malheureusement pas vous proposer d'entrer avec moi. Bon, mais moi, j'entre à Versailles. Je suis de service demain matin à l'aube. Bien, est-ce que tu peux raccompagner Pongo chez mademoiselle Marjon? Bien sûr. Mon frère n'a plus besoin de moi. Non, je t'assure. À qui est cette maison pleine de bruit? À une certaine madame Kernoa, qui se fait bizarrement appeler la reine de la nuit. Oh, un nom bien prometteur. Ah, si je n'étais pas de service demain matin, je crois que j'irai faire un petit tour par-dessus le mur pour regarder. Allez, on te laisse. Tâche de t'amuser un peu. Je n'avais pas la moindre envie. Mais une parole est une parole. Et là, mon bon monsieur, où est-ce que vous prétendez aller comme ça? C'est l'évidence chez madame de Kernoa. Mais c'est qu'on n'y va pas comme ça chez madame de Kernoa. Faut une invitation. Avez-vous une invitation? Non, je n'ai pas d'invitation, mais je suis tout de même attendu. On a dû vous laisser mon nom, je suis le capitaine John Vaughan. Ah nous, on nous a rien donné du tout. Pas vrai, Théophile? Écoutez, vous feriez mieux de partir comme un gentil monsieur bien élevé que vous êtes. Sinon, je vais vous casser en deux, moi. Vous feriez bien prévenir l'amiral Paul Jones que je suis là. Sinon, il va y avoir du porc à la broche. Oh, mais du calme, monseigneur, du calme. Il y a toujours moyen de s'entendre entre gens de bonne compagnie. Bien. Donnez-moi ça. Oui. Je l'accompagne. Tout du cheval. Capitaine Zone. Grand Dieu, mon ami, je commençais à désespérer de vous voir arriver jamais. Venez, je vais vous présenter. Pardon, messieurs, s'il vous plaît. Ma chère et belle, très belle amie, permettez que je vous présente à l'un de mes compatriotes, le capitaine John Vaughan, un marin comme moi, qui brûlait de vous rencontrer. Mon cher John, je vous présente Madame de Kernoa. Vraiment, monsieur, vous brûliez
particulier, mais comme c'est intéressant. Oui, madame, je brûlais. Et je brûle encore, d'ailleurs. Et cet incendie étant fort gênant, j'ose espérer que vous voudrez bien l'éteindre. Et comment l'entendez-vous? Et le plus simplement du monde. Vous êtes très belle et vous avez l'habitude que l'on vous désire. Je suis comme les autres, je vous désire. J'attends que vous me fassiez connaître le prix que je dois payer pour finir la nuit dans votre lit. Eh bien, calmez-vous, madame. Il faut avoir le courage de ses opinions. Comme celui de son métier, d'ailleurs. John, vous êtes fou, vous avez bu. Nullement. Et je ne vois pas pourquoi il faudrait faire tant de détours pour passer un marché avec une courtisane. On voit bien que vous venez d'un pays de sauvages, et je vous ordonne de lâcher madame. À quel titre vous mêlez-vous de cela, monsieur? Êtes-vous le propriétaire de madame? Celui qui paye pour tout ce luxe? C'est lui que je veux voir. Monsieur de la Borde, qui protège madame, est absent ce soir. De même, hélas, que son mari, monsieur de Carnoa. Carnoa? D'où sort-il, celui-là? Et pourquoi n'y en aurait-il pas? N'ai-je pas droit à un époux comme toutes les femmes? Vous êtes un misérable fou, et je vous ordonne de me lâcher! Vous ordonnez? Mais oui, c'est vrai, vous êtes la reine de la nuit. Allons bas les masques, ma belle. À commencer par celui de l'honorable époux. Il y eut jadis un homme nommé Job Carnoa, médecin à Vannes, mort au soir de ses noces, tandis que sa femme devait subir un sort affreux. Oh, Gilles. Oh, Gilles. Si vous l'avez tué, misérable, je demanderai votre tête, tout Américain que vous soyez. Ensaquez-vous, monsieur, le redresseur de tort. Êtes-vous l'un des amants de madame? Prince Caramanico, ambassadeur de Sicile. Et je vais avoir l'honneur de vous couper la gorge, car je suis le meilleur ami de cette pauvre femme que vous avez sur le front d'insulter. Vous voulez vous battre pour elle? Je veux vous tuer, car vous êtes un misérable et un lâche. Ne vous gênez surtout pas. Néanmoins, vous y aurez peut-être quelques peines. Où nous battons-nous? Ici, dans le jardin? Un homme de mon rang ne se bat pas dans un tripot. Comment? La demeure de votre idole ne serait qu'un vulgaire tripot? Allons chez moi. Il n'est pas d'usage de se battre chez l'un des adversaires. Si la demeure d'un grand seigneur génois peut vous convenir, messieurs, je serai heureuse de vous y recevoir. Vous, madame, que faites-vous ici? Allons, ne montez pas sur vos grands chevaux puritains, mon cher John. Vous savez bien que je suis une joueuse impénitente. Acceptez plutôt ma proposition. Je suis la comtesse de Balby. J'accepte et vous rends grâce, madame. Eh bien, messieurs, allons. Puis-je vous offrir mon carrosse, capitaine Vaughan? Oh, quelle heure! Tu savais? Pour la reine de la nuit? Certainement pas. Je suis venue ce soir pour la première fois. La surprise a été pour moi presque aussi grande que pour toi. Ne me traite pas en ennemi ou en coupable. Pardonne-moi. Mais depuis cette nuit, depuis ma visite à Saint-Denis, je crois vivre un cauchemar. Tu as été à Saint-Denis? Oui. Je voulais reprendre Judith. J'ai appris depuis 4 mois, la reine l'avait envoyée chercher. La reine? Tu rêves. Dieu sait que je n'aime pas Marie-Antoinette, mais elle n'aurait pas tiré Judith d'un couvent pour en faire la patronne d'un tripot. Je ne sais pas, je ne sais plus, je ne comprends rien, sinon je suis très malheureux. Comme tu l'aimes encore. L'amour, c'est dur à tuer, surtout quand il est sincère. Je sais. Si je sors vivant de cette aventure, j'irai demander à la reine qu'elle m'explique tout ce mystère. Mais je suis plus très sûr d'avoir envie de vivre. Ah non! Tu vas pas te laisser bêtement embrocher par ce Sicilien. Écoute, Gilles. Promets-moi de tout faire pour le battre. Et en échange... En échange? En échange, je te promets, moi, de tout faire pour éclaircir ce mystère. Je verrai monsieur, je chercherai, j'interrogerai la Polignac. Mais je saurai la vérité. Tu sais, je l'ai demandé à ta Judith, elle-même. C'est donc vrai que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Oh, la Balby, l'aventurière. Je n'ai plus d'amour que pour toi. C'est drôle, n'est-ce pas?
Nous arrivons. Et tu ne m'as pas promis. Je viens de le faire sur ta bouche. Il serait fou, l'homme qui se refuserait le plaisir de te posséder encore. Alors, tu vas te défendre. Comme si ma vie en dépendait. Messieurs, voici le docteur Marchais, le chirurgien du comte de Provence. En revanche, il nous manque un directeur de combat. Oserais-je vous offrir mes services? Les armes sont des affaires d'hommes, chère comtesse. Je peux vous montrer ce que je sais faire une épée à la main. Je suis sûre que je vous étonnerai, amiral. Soit je me rangerai à l'avis de ces messieurs. En Sicile, madame, nous observons un principe sacro-saint qui est de tenir les femmes à l'écart de nos activités. Mais puisque c'est pour laver l'affront fait à une femme que je suis ici, il me plairait assez que madame la comtesse dirigeât le combat. Capitaine? Décidément, c'est une soirée où nous allons de surprise en coup de théâtre. Mais je ne doute pas que madame soit experte en toutes sortes de combats. J'accepte. C'est bien. Messieurs, vos épées. Cessera au premier sang. Est-ce bien entendu? Au premier sang. Bien, messieurs, en garde. Êtes-vous prêts? Oui. Prêt. Et vous avez donc appris à vous battre sur le port de Palerme avec les portefeuilles. Mon Dieu. Il est mort? Il ne vaut guère mieux. Nous allons le porter chez moi. Monsieur Marchais s'occupera de lui. Quant à vous, messieurs, je vous invite à me suivre. Vous pourrez vous rafraîchir et nous rédigerons le procès-verbal. Je ne signerai aucun procès-verbal, madame. Le combat n'a pas été régulier. En vérité? Oui, en vérité. Le prince a glissé, nous l'avons tous vu. Le capitaine aurait dû abaisser son épée et attendre. Attendre? Attendre qu'il m'enfonce la sienne dans l'estomac. Son pied a peut-être glissé, mais sa main ne tremblait pas. Tout au long de ce combat, monsieur, c'est le prince qui s'est battu de façon la plus irrégulière. N'empêche que le capitaine aurait dû abaisser ce... Il suffit, monsieur. Si vous n'êtes pas satisfait, je ne vois qu'une solution. Battons-nous à présent. Lâchez-moi, vous m'étranglez. Alors, nous nous battons. Je ne me bats pas avec des gens de votre espèce. Capitaine. Le capitaine John Vaughan s'est battu le plus régulièrement du monde. La comtesse et moi, nous allons établir le procès-verbal que nous signerons, monsieur.
Vous pouvez refuser de le signer, ça n'a aucune importance. Si, je le signerai, madame. Mais les Siciliens n'acceptent pas ce genre d'affront, capitaine. Si jamais le prince Caramanico meurt, il sera vengé. Mon Dieu, vous me terrifiez, signor Cavalcanti. Vous avez tort de ricaner, capitaine. Où que vous alliez désormais, nous saurons vous retrouver. Suffit, monsieur. Nous ne sommes pas en Sicile, mais à Paris. Craignez que vos menaces ne se retournent contre vous. Allons, messieurs, allons. Vaughan, vous vous êtes conduit aujourd'hui pour des raisons que j'ignore, comme une brute, comme un fou. Si la raison vous échappe, amiral, sachez pourtant qu'il y a une raison. Et que je la juge suffisante pour justifier ma conduite. À votre aise. À part ça, je n'ai pas de conseils à vous donner, mais vous devriez préparer rapidement vos bagages et vous embarquer avec moi pour l'Amérique. Est-ce que par hasard vous prendriez les menaces de ce bouffon au sérieux? Très au sérieux. Si Caramanico passe l'arme à gauche, et même s'il survit, vous allez connaître de graves ennuis. Les gens des 2 Siciles vont se précipiter chez Jefferson en braillant comme des ânes et en accusant l'Amérique d'assassiner les Siciliens. C'est une affaire privée. Jefferson n'a qu'à m'envoyer ces gens. Je serais ravi de leur offrir une réception à la mesure de leur mérite. Vous êtes jeune, Vaughan, et fougueux. Et vous ne connaissez pas les Siciliens. Nous commençons à en avoir quelques-uns dans notre pays. Ils entretiennent des rapports très particuliers avec la loi et la justice. Que voulez-vous dire? Je veux dire que pour eux, la loi est faite pour être tournée et la justice pour leur donner raison. Vous avez entendu, Cavalcanti? Ils vont vous envoyer leurs tueurs. Vous pensez vraiment qu'ils veulent m'assassiner? C'est leur coutume. Ils ont leur code et leur clan. Si vous assassinez l'un de leurs chefs, que le duel soit régulier ou non, votre sang doit payer le sien. Mon cher John, à l'heure qu'il est, votre tête est mise à prix. Vos assassins sont déjà désignés et je pense même qu'ils ont déjà reçu un acompte. Mais ces gens-là sont des bandits? Mais assurément. Mais officiellement, ce sont des diplomates. Jefferson va entendre parler d'eux. À part ça, j'ai cru comprendre à votre attitude pour le moins étrange que vous connaissiez déjà Madame de Kernoa. Vous ne vous êtes pas trompé. C'est une femme qui a déjà un passé? Oui, amiral. Un passé. Je, femme, roue de feu. Je t'en prie, Pongo. Pas de morale. Pas dans l'état où je suis. Café. Merci, Pongo. T'es une mère pour moi. Non, pas mère. Sinon, porte ton cul. Chef blanc, ami iroquois. Jefferson. Paul Jones avait raison. Les Siciliens sont déchaînés. Sicilien.
Oui, c'est une variété d'Indiens que nous avons ici en Europe. Mon vieux, si tu savais, quelle histoire. J'ai retrouvé Judith. Alléluia! Non, pas d'alléluia. Judith est devenue une créature. Une fille de rien. Une fille perdue. Catin? Oui. Catin. Non, pas Catin. Je te dis qu'elle est devenue une catin. La maîtresse d'un riche banquier louche. La femme d'un bandit nommé Carnois. Je l'ai vue. Aux trois quarts nus. En train de s'offrir à une armée de vieux scélérats lubriques. Elle ne m'aime plus, je l'aime plus. Tout est clair. Toi et mes fleurs de feu. Toi, boire, haut de feu ici, tout seul, comme Suisse. Toi et mes Judith. Oh, j'ai dit! Bonsoir, capitaine. Je vous en prie. Voulez-vous me dire ce qui vous a pris d'aller vous battre en duel avec le prince Caramanico? L'idée n'est pas de moi, Excellence. J'ai eu des mots avec une certaine personne dans un salon. Le Sicilien a pris parti pour cette personne et m'a provoqué. Paul Jones m'a tout raconté. À peine était-il sorti que je recevais une protestation officielle de l'ambassade des deux Siciles. Encore une fois, ce duel a eu lieu contre ma volonté. J'ai été provoqué. Tous les hommes présents chez Madame de Kernoa auraient pu vous défier au vu de votre conduite, si scandaleuse que l'amiral en personne a songé à vous boxer. Cela nous aurait évité une tragédie. Que veulent ces gens? Des excuses, peut-être? Des excuses? Mais vous rêvez, mon ami. C'est vous qu'ils réclament. Moi? Oui, mon vieux. Et voilà le choix qu'ils m'offrent. Ou bien je vous livre à eux, ou bien je vous remets au lieutenant de police de Sa Majesté le roi de France. Je vous signale que la reine des deux Siciles est la sœur de Marie-Antoinette. Si le prince Caramanico meurt, vous êtes bon pour la Bastille. Moi, la Bastille. Pour m'être défendu contre les assauts d'un spadassin qui s'est lui-même embroché sur ma lame. Il ne s'agit pas d'un spadassin, mais d'un ministre plénipotentiaire. Le roi et la reine me connaissent et m'estiment. Ni le roi, ni la reine ne pourront empêcher qu'on vous jette en prison. À moins que vous-même ne vous mettiez hors d'atteinte. Puis-je savoir ce que vous avez répondu à ces gens? J'ai demandé à réfléchir. Oh, asseyez-vous. Si le roi décide de vous livrer à sa justice, je ne pourrai l'y empêcher. Nous avons grand besoin de la France, mon ami. Non seulement en Amérique, mais en Europe. Il nous faut le libre accès aux ports français, puisque ceux de l'Angleterre nous sont interdits. Si Sa Majesté permet que Honfleur devienne port franc, nous y installerons le quartier général de notre flotte de commerce. Vous ne pouvez déranger des projets d'une telle envergure, malgré tout ce que nous vous devons, et toute l'amitié que je vous porte. Évidemment, monsieur. La solution est bien simple. Abandonnez-moi. Oh, ce serait la pire des solutions. Alors qu'allons-nous faire? Il faut que le capitaine John Vaughan disparaisse. Après tout, n'êtes-vous pas un peu fatigué de jouer ce rôle? Puis-je vous rappeler, Excellence, que c'est vous qui m'avez suggéré le contraire il y a peu? Oh. Vous citiez la disparition du chevalier de Tournemine. Mais la situation n'est plus la même. Par la barbe de tous les prophètes, mais quelle damnée mouche vous a piqué d'aller insulter cette malheureuse femme dans son fichu salon? Moi qui vous prenais pour un parfait gentleman. Moi qui ai insisté pour qu'on vous donne la nationalité américaine. J'aurais mieux fait de vous noyer dans un tonneau de Bourbon. Je vais abréger vos remords, monsieur Jefferson, vous avez raison.
Il est scandaleux qu'un ignoble Français essaye de dissimuler ses vices derrière le masque vertueux d'un gentleman américain. Je renonce donc à la nationalité américaine et à la succession du Captain John Vaughan. Je renonce aussi aux terres que le général Washington a bien voulu m'offrir en souvenir de mes combats pour la liberté de votre peuple. Les Tournomine n'ont jamais monnayé leur sang et les Américains ne me doivent rien. Je vous en prie, ne le prenez pas de cette façon, John. Mon nom est Gilles, monsieur Jefferson. Mais peu importe le nom, vous ne comprenez donc rien. Votre roi nous a aidés à vaincre l'Angleterre. À présent, il sait qu'un peuple résolu peut abattre une tyrannie et proclamer la République. Ce ferment que nous avons semé, il le craint pour lui-même. Et il nous voit d'un œil beaucoup moins doux. Et cela à l'heure même où nous devons forger entre nos deux pays une amitié à toute épreuve, comme le désire Washington, et Lafayette, et moi-même, et tous vos compagnons d'armes. Aucun citoyen américain ne peut se permettre la faute la plus légère sur le territoire français, et je suis chargé d'y veiller. Ainsi donc, votre conduite chez Madame de Kernohan est... Avec votre permission, Excellence. Au risque encore de passer un coup pour un malotru, restons-en là. Vous regrettez d'avoir fait de moi un citoyen américain, cela tombe bien, car de mon côté, je n'ai plus aucune envie de l'être. Mes respects, monsieur le ministre plénipotentiaire de l'Amérique septentrionale. Mais... Pardonnez-moi, j'en ai encore besoin. Monsieur, c'est pour déjeuner, je suppose. Oui, j'arrive de Nantucket à Honfleur, de Honfleur à Paris d'une traite. On m'a chaudement recommandé votre établissement. Hein? Quelqu'un de Honfleur, je suppose. Non, de Nantucket. Ah, ma notoriété aurait donc franchi l'Atlantique? Avec vos écrevisses. Mon Dieu. Ou plutôt leur fumée. Chose étonnante d'ailleurs, car les vents dominants soufflent dans l'autre sens. Allez, les vents dominants soufflent... Je pensais que... Enfin, quoi qu'il en soit, je suis immensément flatté. Et moi, j'ai immensément faim, monsieur. Oh, pardon, si monsieur veut me suivre, pardon. Excusez-moi, tenez, pardon, c'est monsieur... Donner Weber, un citoyen de la libre Amérique. Oui, et qui a entendu parler de mes écrevisses à Nantucket. Oh, alors faites-moi l'honneur de vous asseoir à ma table. Parce que s'il y a confrontation entre les écrevisses de Monsieur U et un chasseur de baleines du Nantucket, je vais être au premier loge. J'accepte volontiers, monsieur. Je déteste déjeuner seul. Et l'accent parisien a toujours charmé mon oreille, et le vôtre me réjouit singulièrement. Vous donnez exactement ce que vous avez donné à ce monsieur. Enfin, vous n'aurez pas à le regretter. En fait, je suppose. À tout de suite, messieurs. Goûtez-moi d'abord ce Chablis. Quant à mon accent, il te dit... N'en ajoutez rien. Vous ne le ferez pas applaudir davantage. Tu as bu ma parole. C'est déjà loin. J'ai bu pour oublier. Et j'oublie, mon vieux. J'oublie que Judith est devenue une catin de la pire espèce. Que j'ai tué l'ambassadeur des deux Siciles. Et bientôt, j'aurai oublié le capitaine John Vaughan, qui vient de flanquer sa démission au Sir Thomas Jefferson. Et tout ça en 24 heures. Ah bah pour des nouvelles, j'appelle ça des nouvelles. Depuis que Pongo et toi m'avez laissé devant la folie Richelieu. Et tu as décidé? De redevenir Tournemine. De faire table rase de toutes les turpitudes de l'existence. De m'abandonner aux désirs les plus fous. Tant qu'il me reste un peu de jeunesse, je cherche quelqu'un pour fêter l'événement. Je suis ton homme. Ta jeunesse réveillera la mienne. Santé, capitaine. À la vôtre, mon cher baron. Et à la mort du capitaine John Vaughan dans un naufrage définitif. Où il vaut mieux se noyer dans un verre de Chablis que dans un verre d'huile de baleine. J'en ai plus. Grâce à toi, Ulrich Auguste, cette soirée restera une des plus douces de ma jeunesse. Je suis très content. Mais je le serai encore plus si tu ne ramenais pas ta jeunesse toutes les 5 secondes. Pourquoi? Parce que ça ne nous rajeunit pas, mon vieux. Mais qu'est-ce que c'est que ces ectoplasmes? Les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Bah, si c'est eux, j'ai connu cette allée mieux fréquentée, hein. Mais dis-moi, sacrebleu,
Il se dirige droit chez Mademoiselle Marjon. Hein? Allez. Dans ce pays que vous l'ayez entendu. Sans aucun doute. De toute façon, à ce soir. À ce soir. Il est étonnant, ce garçon. Il est bouillant comme un lapin. Un lapin? Un latin. Ah! Je ne serais pas étonné qu'il ait du sang français. Une grand-mère, peut-être. S'il dans votre village un berger sensible et charmant qu'on chérisse au premier moment, qu'on aime ensuite davantage, c'est mon ami, rendez-le-moi, j'ai son amour, il a ma foi. J'ai son amour, il a ma foi. Oh, vous m'avez fait peur. Oh, bien involontairement, je vous assure. Mais continuez, continuez. Oh, vous chantez si joliment que je voulais pas vous interrompre. Vous me flattez, baron. C'est vrai que j'aime beaucoup cette mélodie. Il paraît que c'est la reine Marie-Antoinette qui l'aurait composée en pensant au beau comte de Fersen. Oh, l'heureux Fersen. Ah, j'aimerais que l'on composât une chanson pour moi. Il faut demander à la reine. Sauf le respect que je lui dois, m'intéresse pas. Non, mais si je pouvais inspirer une femme pleine de grâce, un peu en rapport avec mon âge, encore que fort aimable, musicienne et sentimentale, je crois que je serais le plus heureux des hommes. En somme, baron, vous voudriez qu'on chante une chanson pour vous? Vous voulez vraiment pas m'appeler Ulrich Auguste? Mais si, je voudrais bien, mais c'est un peu difficile à prononcer. Mais non, essayez. Ulrich Auguste. Ulrich Auguste. Oh, redites-le encore une fois. Non, plus tard. Il ne faut pas abuser des bonnes choses. Venez plutôt m'aider à dévider ma laine. Tendez-vous deux mains. Merci. Et peut-on savoir ce qui me vaut le plaisir de votre visite? Ce mot qui est arrivé tout à l'heure au palais pour moi, c'est notre ami Gilles qui me demande de le rejoindre ici au plus vite. Ah bon, c'est ça. Je pensais que vous aviez eu envie subitement de venir bavarder un peu avec moi. Oh, mais mademoiselle Marguerite, mais si je m'écoutais, mais vous me trouveriez à votre porte matin, midi et soir. Oh, j'aime tellement votre compagnie. Ah, tu es là? Désolé de t'avoir fait attendre. Non, tu ferais mieux de t'excuser d'avoir interrompu la plus charmante attente. Ah. Mais vous voilà armés en guerre, tous les deux. Où allez-vous comme ça? Attaquer un couvent. Attaquer un couvent? Oui, un couvent. C'est pourquoi je t'ai fait chercher. Le Auguste ne sera pas trop de trois. Qu'en penses-tu? Bon, ça c'est sûr, ça sera un gros morceau, mais on y arrivera bien, nous trois. Oui, le guerrier résolu peut vaincre une armée d'autres guerriers? Ah non, je réclame des explications. Ou bien c'est moi qui deviens folle, ou vous perdez l'esprit. Attaquer un couvent? Ne vous troublez pas, mademoiselle. Ce que j'en dis, c'est seulement au cas où on nous ferait des difficultés. Mais je suis certain...
Gilles Goëlo, jeune bâtard breton, rencontre d'une façon foudroyante Judith de Saint-Mélène, dont il tombe amoureux. Il part pour l'Amérique se battre aux côtés des insurgents. Il y retrouve son père, Pierre de Tournemine, descendant du Gerfaut. À son retour en France, Louis XVI le nomme lieutenant en garde du corps. Et il retrouve Judith en compagnie d'un homme étrange, visionnaire, sorcier, Cagliostro. À Versailles, il est témoin d'une mystification montée par la comtesse de la Motte contre le cardinal de Rohan. Gilles déjoue le complot, mais Madame de la Motte, pour se venger, lui tend un traquenard. Il est grièvement blessé. Cagliostro lui sauve la vie et lui révèle les dessous de l'affaire du collier. Rohan, berné par la comtesse de la Motte, a acheté le joyau au nom de Marie-Antoinette. Le cardinal est arrêté. Mais avant de partir pour la Bastille, il confie à Gilles un portrait de la reine. Judith, libérée de l'emprise de Cagliostro, épouse Gilles et leur bonheur, enfin, s'accomplit. Mais Judith trouve le portrait de la reine et, croyant à l'infidélité de celui qu'elle aime, disparaît. Gilles et son ami indien Pongo sont arrêtés comme complices de Rohan. Le roi, enfin convaincu de l'innocence du Gerfaut, l'aide à s'enfuir avec la complicité de Beaumarchais, qui le fait changer d'identité. Devenu John Vaughan, pirate américain, il apprend de la comtesse de Balby qu'un attentat va être perpétré contre la reine. Il parvient à déjouer le complot. Il apprend que Judith, animée par sa jalousie contre Marie-Antoinette, devait être l'instrument de l'assassinat. Elle est arrêtée. Gilles court à sa poursuite pour la délivrer, mais il est abattu. À son réveil, il retrouve Pongo, Winkelried et Fersen. Il réclame à ce dernier une entrevue auprès de la reine. Celle-ci révèle à Gilles que Judith est la complice de Provence. Désespéré, Gilles se rend auprès de Balby, avec laquelle il reprend son aventure amoureuse. Eh bien, que se passe-t-il? Je t'ai jamais vu dans un état pareil. Tu reviens du Parlement? Tu appelles ça un Parlement, toi? J'appellerais plutôt ça une caverne de rebelles. Les misérables. Le jugement qu'ils viennent de rendre est un scandale. La reine va en mourir de chagrin. Si tu me racontais. C'est très simple. Étant donné le crime commis contre la reine, on pouvait s'attendre à 2 ou 3 condamnations à mort et une très sévère sanction contre le cardinal. Eh bien? Mais rien. Rien ou presque rien. Le fouet, la marque et la salpêtrière pour la Motte. La même chose pour son mari, mais par contumace. Les galères pour Reto. Et quant à ce charlatan, le Cagliostro, il est purement et simplement acquitté. Le parfum d'une femme. Asseyez-vous. Je crois que le temps est venu pour nous deux de jeter le masque. J'ai en effet des choses importantes à vous communiquer. Le masque? N'est-ce pas le mot? Voilà déjà plusieurs mois que je sais qui vous êtes. Le Gerfaut. Ce vaillant compagnon de guerre que vous fûtes pour nous tous. Plusieurs mois. Excellence, je ne sais que vous dire. Ne dites rien. Je tiens à la vérité de votre roi en personne. Et je sais que vous n'aviez pas le droit de me l'apprendre. Voilà qui vous rassure, j'espère. Tout à fait. Il m'était pénible de passer pour un imposteur à vos yeux. Mais si à présent vous rompez le silence, c'est à dire que mon roi me rappelle. Non. Non. Asseyez-vous. J'ai pris sur moi de vous parler. Voilà. Le général Washington a obtenu du Congrès qu'il reconnaisse les services rendus par le Gerfaut à la cause de l'indépendance. Si le grand Washington se souvient encore de moi, je suis amplement remercié. Ah, ce n'est pas son avis, comme vous allez pouvoir en juger. Les actes que voici vous constituent légitime héritier des biens du défunt capitaine John Vaughan et établissent clairement votre filiation. D'autre part, ceci est une donation de 1000 acres de terre situés le long de la Roanoke River en Virginie. Comme vous pouvez le voir, le nom du propriétaire est en blanc. Je ne comprends pas. Ah, c'est simple pourtant. Vous pourrez y inscrire soit le nom de Vaughan, soit celui de Tournemine, selon l'identité sous laquelle vous vous déciderez à vivre chez nous. Je désire avant tout être moi-même. Vous n'aurez qu'à déchirer la filiation Vaughan. De toute façon, vous aurez la double nationalité. Eh bien,
Que pensez-vous de tout ceci? Et que je suis très tenté de suivre dès demain l'amiral Paul Jones? Et que je ne sais comment exprimer ma reconnaissance? Vous l'exprimerez en devenant un bon citoyen de notre grand pays. Et quant à moi, je serai heureux d'être votre compatriote. Je souhaite ample postérité au tournemine américain. Thank you, sir. Hey, John, vous venez boire avec moi? Non, je viens vous parler. Est-ce bien demain que vous partez pour Brest? Bien sûr. Sûrement vers le milieu du jour, ça dépendra de l'heure à laquelle je vais me coucher. Et resterez-vous à Brest quelques jours? Sans doute. Ce n'est pas à un marin comme vous que j'apprendrai qu'il y a toujours à bord d'un navire des préparatifs de dernière minute. Mais pourquoi ces questions? Songeriez-vous à m'accompagner? Si je peux régler l'affaire dont je vous parlais tout à l'heure, sans aucun doute. Je vous rejoindrai alors à Brest. Alors, je vous attendrai une dizaine de jours. C'est à peu près le temps que je comptais y passer. Merci, je m'en souviendrai. Vous nous quittez, Vaughan. Je m'apprêtais à venir vous saluer, Excellence. Et, je dois vous laisser, une affaire urgente m'appelle. Ah, eh bien, allez. And God bless you. John, n'oubliez cependant pas notre rendez-vous de ce soir. Vous me retrouverez à la Folie Richelieu, rue de Clichy, chez Madame de Carnoat. Carnoat. Il me semble que j'ai entendu ce nom quelque part. Oh, c'est un nom qui sent bon sa Bretagne. Il est probable si vous avez déjà abordé une émeute. Ou presque. Le baron de Breteuil s'est fait porter chez le cardinal pour lui demander d'ordre du roi sa démission de grand aumônier de France. Et lui signifier d'avoir à se retirer dans son abbaye de la Chaise-Dieu, au fond de l'Auvergne, avec défense de reparaître jamais à la cour. Voilà pourquoi les gens s'étaient rassemblés et protestaient. Le roi a modifié le jugement du Parlement. Exactement. Il exile le cardinal de Rouen et chasse Cagliostro, alors que les juges les avaient acquittés l'un et l'autre. Si c'était pour changer les sentences, ce n'était vraiment pas la peine de demander au Parlement de se prononcer sur cette affaire. C'est très grave de revenir ainsi sur la chose jugée. Nous qui avons combattu pour la liberté, nous ne pouvons que condamner de pareils agissements. Ce qui est grave, selon moi, c'est que ces Robins ont vu dans ce procès l'excellente occasion de faire sentir au roi que même le crime de lèse-majesté ne représente pas grand-chose à leurs yeux. Sans doute, mon ami, sans doute. Il n'empêche qu'il y a là quelque chose de choquant. Les droits de l'homme ne doivent-ils pas passer avant toute autre considération? Pour nous, citoyens américains... Puis-je vous rappeler, Excellence, que le roi de France nous a généreusement aidés à devenir des citoyens américains et que nous sommes peut-être malvenus à le critiquer. En outre, une femme, la reine, est ainsi impunément insultée. By Jove, quelle fougue! Vous vivez ici depuis trop longtemps, mon cher Vaughan. Je commence à me demander si vous n'êtes pas plus français qu'américain. My word! Vous réagissez comme un noble de vieille souche. Veuillez m'excuser, Excellence, si mes paroles... No, there's no harm, laissez. J'espère ne pas l'avoir froissé. Oh, certainement pas. Il aime trop que l'on s'exprime librement dans son pays. La liberté de l'homme est pour lui sacrée. N'a-t-il pas rédigé notre déclaration d'indépendance? Mais il a raison quand il dit que vous semblez vraiment très attaché à la France. C'est vrai. Mais pourtant, j'aimerais tant retourner en Amérique. Qu'est-ce qui vous en empêche? Mon bateau, le bonhomme Richard, m'attend à Brest, où je dois le rejoindre demain pour aller en Amérique auprès de mon père adoptif. Venez avec moi. Je vous dirais oui sans hésiter si je pouvais emmener avec moi certaines personnes qui, pour l'instant, ont de graves empêchements. Une femme? Je parie que c'est une femme. Pariez, vous gagneriez. Vous êtes amoureux. Cela explique tout. Ah, comme je vous comprends, les femmes. Les femmes, elles sont le sel de la terre, les roses du jardin. Elles méritent tous nos sacrifices. Hormis tout de même celui de l'honneur. Vous êtes bien enthousiaste? Que voulez-vous? Quand je parle des femmes, je deviens lyrique. Savez-vous pourquoi je ne suis pas parti ce matin pour Brest? À cause d'une femme? Touché. Un ami à moi m'a proposé de me présenter à la plus belle femme de Paris.
Elle est, paraît-il, la maîtresse d'un richissime banquier, et sa maison où elle tient table et jeux ouverts est des plus remarquables. Je veux la voir avant de partir. Vous serez peut-être déçu. Ça m'étonnerait. Savez-vous qu'on la nomme la reine de la nuit? Mais j'y pense. Venez avec moi, nous en jugerons ensemble. Ma foi. Will you excuse me, Admiral? I'd like to say a few words to Vaughan in private. Rien qu'un moment. Prenez votre temps, Excellence. Prenez votre temps. Allons dans mon cabinet. Moi, je vous attendrai en compagnie de cette eau-de-vie de pêche qui est enivrante. Il n'en méritait pas plus s'il n'y était pour rien. Oui, c'est possible. Mais enfin, la chose la plus ahurissante au monde, c'est Rang. Hein? Rang, grand aumônier de France. Rang qui se disait l'amant de la reine, qui osait lui écrire des lettres d'amour, lui envoyer des colliers. Rang qui aurait dû passer le reste de ses jours en prison. Eh bien, lui aussi, il est acquitté. C'est tout juste s'il n'a pas reçu les félicitations de ses juges. Quelle honte. Le trône ne s'en relèvera pas. Tu as raison. La reine ne se sera pas grandie de cette affaire. Aussi pourquoi s'est-elle entêtée à vouloir faire juger cette affaire par le Parlement. Elle y compte autant d'ennemis que de membres. Et tout ça n'arrange pas mes affaires. Et qu'est-ce que ça peut te faire à toi? Tu es mort? Outre le fait que j'aimerais bien ressusciter, il y a Judith. C'est d'elle dont je voulais te parler. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a 8 mois qu'elle est enfermée au Carmel de Saint-Denis. Je pensais que la reine pourrait... En sortirait. Hein? Si elle avait obtenu gain de cause, je serais tout prêt à t'offrir mon aide, mais en de telles circonstances. Le moment est mal choisi. On ne peut plus mal. Quand elle saura que le peuple de Paris a applaudi et Rohan et les juges et Cagliostro. J'attendrai encore. Si tu vois la reine, dis-lui que je suis toujours son très fidèle serviteur. Prêt à la servir jusqu'au bout. Je le lui dirai. Garde confiance. T'es pas encore couché, mon frère? Non. Bongo invoque Kichi Manitou. Lettre pour toi, mon frère. Important? Non, pas important. Agréable. Sir Thomas Jefferson invite le capitaine John Vaughan à une réception demain. Alors, très important. Bonne nuit, mon frère. Bonne nuit, Pongo. Yo, 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 yo. Ah, John. Je tenais beaucoup à vous faire rencontrer l'amiral John Paul Jones, mon cher Vaughan. Outre qu'entre marins, vous ne pouvez que vous entendre, il pourra vous être de quelque utilité si vous décidez de retourner chez nous. Je vous remercie de votre amabilité, Excellence. Et je suis très heureux de rencontrer le célèbre amiral Paul Jones. Mais je souhaite encore un peu m'attarder en France. Comme je vous comprends, la France est un pays très agréable. Les vins y sont excellents et les femmes, souvent, trop souvent, fort belles. Mais en ce moment, je trouve Paris un peu agité. On ne peut pas faire 3 pas dehors sans que quelqu'un vous tombe dessus pour vous demander ce que vous pensez de l'affaire du collier. C'est incroyable. Il est certain que cette triste histoire soulève bien des passions. Aujourd'hui même, il y a eu devant l'hôtel du cardinal d'Oran une sorte d'émeute.